Non, ça va. Voilà. Moi, je fais ça. C'est vrai, la symptôme, on va commencer si vous voulez vous asseoir. Prendre la place. Comment on fait Donc, ce que je vais faire, je vais introduire, mettez-vous sur une des chaises et puis je vais faire une rapide intro en disant qui c'est qui va intervenir. Et puis après, je commencerai par Monsieur Grabon et puis Valérie enchaînera. Monsieur Grabon, Monsieur Charny. Oui, non, Monsieur Charny. Excusez-moi, juste une autre question. Au niveau de temps, vous allez nous dire combien de temps il nous reste, moins 5, moins 4. Ce que je vous fais, c'est quand il vous reste, si vous voulez, quand il vous reste 5 minutes Voilà, et 2 minutes. D'accord. Ok, on fait comme ça. C'est bon, Léo? Si tout le monde s'est levé. Ok. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde édition des séances de webinaire 2019 pour notre club innovation. Après, il y a quelques semaines, un webinaire qui a été consacré à l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est un nouveau tour d'horizon que nous allons effectuer, qui est celui des pompes à chaleur. Donc les pompes à chaleur, c'est une technologie qui n'est au final pas du tout, enfin qui n'est pas récente, puisque avec les premières bases de la thermodynamique, c'est à partir de 1832 qu'on a commencé à parler des différentes règles qui ont constitué les formules pour les pompes à chaleur. Donc il y a de grands scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet-là. On peut citer Kelvin et Joule ou d'autres personnes. Donc il y avait de grands scientifiques qui ont consacré un certain nombre de temps pour arriver à développer la thermodynamique. C'est en 1834 qu'on peut dire qu'il y a eu la première application de pompe à chaleur, une application industrielle avec un réfrigérant qui était à l'époque de l'éther. Ensuite, on peut dire que ça s'est tout d'abord un peu développé dans les années aux États-Unis. On peut dire que Carrier, notamment en 1920, a créé la première machine industrielle centrifuge en système de froid. En France, il a fallu attendre un peu plus tard pour pouvoir développer les pompes à chaleur. On peut dire que dans les années 1970, donc plus ou moins aux alentours du choc pétrolier, on a commencé à parler de pompes à chaleur en France. Au fur et à mesure, on commence à parler des pompes à chaleur, et notamment maintenant avec les différentes activités énergétiques, et notamment le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie qui laisse sa place, notamment substitution d'énergie fossile au système de pompe à chaleur. Donc c'était donc une opportunité aujourd'hui de vous présenter un tour d'horizon de ce segment de système énergétique qui a donc un fort avenir. Et donc pour présenter ce webinaire, on va commencer par ça sera divisé en deux parties. Une première intervention de l'ARPAC avec Monsieur Charny et Madame Valérie Laplaine, qui interviendront au nom de l'ARPAC pour nous présenter la première partie. Puis viendront Monsieur Grabon, Michel Grabon, de Carrier, qui viendra nous présenter l'aspect de pompe à chaleur, donc côté industriel. Donc je vais d'abord laisser la place à Monsieur Charny qui va commencer sa présentation. Et donc voilà. Donc merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Gérard Charnet, je travaille à EDF et depuis plusieurs années je suis secrétaire de l'AFPAC. Donc en quelques mots je vais vous présenter l'AFPAC, parce que c'est une association qui a été créée en 2002
Elle regroupe, c'est une association de filière qui regroupe les principaux acteurs de la filière, c'est-à-dire les industriels, des installateurs, des bureaux d'études, des fournisseurs d'énergie, des gens qui font de la maintenance, et on est environ une soixantaine d'adhérents. Donc on est organisé sous forme de conseil d'administration où il y a 18 membres, et puis bien sûr le conseil d'administration élit un bureau qui est l'organe, on va dire, opérationnel de l'association. Nous sommes membres de la HPA, et un rapide poids de la filière. Donc les pompes à chaleur en France représentent un marché d'à peu près 3,1 milliards d'euros, 24 000 emplois en ETP. Bon, il y en a forcément plus, mais à temps partiel, donc ça fait à peu près 24 000 emplois. Il y a 20 sites industriels en France qui fabriquent qui assemblent des pompes à chaleur, et on a un parc existant principalement en résidentiel individuel qui avoisine à peu près les 3 200 000 unités, dont 504 000 chauffe-eau thermodynamiques, donc CET. Voilà. Donc, au niveau de l'AFPAC, notre ambition, c'est de promouvoir d'une manière équitable toutes les solutions de pompe à chaleur sur tous les marchés résidentiels et marchés tertiaires. On verra tout à l'heure que, bon, quand on parle de résidentiel, aujourd'hui, la pompe à chaleur est surtout présente sur l'individuel, beaucoup moins sur le collectif. Donc ce sera une discussion à avoir pour développer ce type de technologie sur ce marché. Et bien sûr, elle est présente aussi en tertiaire, puisque en tertiaire, on a beaucoup besoin de rafraîchissement l'été, et c'est vraiment une technologie qui est réversible et qui permet à la fois de faire du confort d'été et du confort d'hiver. Voilà. Les actions principales de l'AFPAC, bon, elles se résument en 3 axes, de la communication interne-externe, de la relation avec les institutionnels, comme chacun de nous peut en faire, et on est également interlocuteur des pouvoirs publics. Et nous avons également c'est une obsession, c'est la qualité des installations et leur pérennité dans le temps. Voilà. C'est ce qui a fait du mal à la pompe à chaleur il y a une dizaine d'années, et on se bat vraiment. Et bon, on va en parler tout à l'heure, donc une opération coup de pouce, entre guillemets, qui va pousser les pompes à chaleur, malheureusement pour certains en individuel. Et là, notre inquiétude, c'est la dégradation de la qualité, et on se bat pour justement qu'elle soit maintenue. Donc, voilà, je vais vous parler très rapidement, parce que je crois que c'est pas votre marché prioritaire. Voilà, ça ce sont les placements annuellement des pompes à chaleur sur 10 voire même plus de 10 ans en résidentiel individuel. Alors on s'est aperçu qu'il y avait un pic en 2008, pourquoi? Parce qu'il y avait eu un crédit d'impôt, et puis il y a eu un effondrement, parce que le crédit d'impôt a disparu et le prix du fuel a baissé. Donc il y a eu un effondrement, et ensuite ça s'est relevé dans les années 2012, 2013, avec l'apparition de la RT 2012, qui impose dans l'individuel un minimum de taux de NR, ce qui fait que ça a réhabilité un petit peu la pompe à chaleur. Et là, on a une progression qui se fait en ce moment en rénovation, parce qu'il y a une opération dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle l'opération de coup de pouce, qui va relancer également la pompe à chaleur résidentielle en rénovation. Et l'année dernière, on était à un peu plus de 100 000 unités donc en résidentiel individuel, et grâce ou à cause de cette opération, il y a un taux de progression assez important qu'on voit actuellement, et on espère bien progresser de 30 à 40% cette année. Voilà. Je vais passer la parole à donc Valérie Laplagne, qui va vous parler des marchés du tertiaire et des technologies en tertiaire. Donc, je lui passe la parole, je reviendrai tout à l'heure. Merci. Merci Gérard, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste quelques mots. Valérie Laplagne, je suis vice-présidente de l'AFPAC, et je suis également permanente au syndicat Uniclimat, donc syndicat des industriels du génie climatique. Ah oui, on n'a pas dit que le marché de la PAC en France, c'est le premier marché européen sur tout ce qui est individuel, résidentiel. Donc c'est important à noter. Alors, concernant le tertiaire, quel type d'équipement on a? Donc au niveau des marchés, on a les splits.
donc des technologies sur air. Des splits tertiaires, ce sont des puissances supérieures à 17,5 kW. On a une majorité de multisplits, à peu près 2/3 du marché. Et vous voyez que eh bien en 2018, puisque ce sont les chiffres que l'on a consolidés, on a eu à peu près une stagnation de ce marché des splits. Sur ce marché, on a une grosse majorité en termes de fluide, puisque je pense que c'est une préoccupation qu'ont les opérateurs et probablement ceux qui nous écoutent. En termes de fluide, donc on a une très grande majorité de R410A avec un début d'évolution vers des fluides de type R32, par exemple. Autre technologie, donc les DRV, technologies à détente directe, qui sont donc plus importants en nombre. On a eu une évolution en 2018 comparée à l'année 2017, relativement importante. Ce que l'on peut indiquer, c'est que donc ce sont les petites puissances en fait qui se développent, des puissances en dessous de 6 chevaux. Et donc on constate cela notamment du fait de réglementations, les réglementations incendie qui se durcissent et qui font que et puis un intérêt pour cette technologie pour des petits bâtiments. Au niveau des unités intérieures, on a la moitié donc des unités intérieures, ça apparaît sur le camembert, qui sont des cassettes. Et puis ensuite, on a des consoles et des gainals. Donc la moitié avec des cassettes, c'est donc ciblé tertiaire. Donc sur cette technologie, on n'a plus, là les chiffres sont peut-être un petit peu, enfin date de l'année dernière, mais on n'a plus 100% de R410A, on commence à voir le R32 qui se développe sur ces DRV. Autre technologie, donc les chillers, les refroidisseurs de liquide. Donc là, on est sur des niveaux de puissance beaucoup plus importants. En termes de technologie, on a des technologies donc à condensation sur l'eau ou à condensation sur l'air. Vous voyez sur le graphique de gauche qu'en vert, nous avons, donc ce sont des chillers à condensation sur l'air, qui sont très majoritaires. Donc on constate sur ces chillers une baisse des marchés, globalement. Au niveau du type de condenseur, on a également une répartition, alors on voit pas très bien en fait avec l'image, une répartition entre les types de condenseurs. Et ce qu'il est important de noter sur le camembert, c'est qu'on a donc une majorité de puissances qui sont inférieures à 100 kW, les autres étant plutôt supérieures, et que les évolutions de marché, donc positives, se font sur les fortes puissances. Sur ces technologies, ce que l'on peut indiquer et préciser également, c'est que là, on a plus de variabilité en termes de fluide frigorigène. On a certes du R410A, mais on a déjà le développement de fluides de type HFO, par exemple, et je crois que ce sera évoqué tout à l'heure. Dernière technologie que l'on peut citer et pour lesquelles on a des statistiques, ce sont les rooftops. Donc là, on est sur des technologies, sur une source amont qui est l'air. On a un marché d'environ 10 000 pièces par an. Ce sont très majoritairement des équipements réversibles. Et les puissances sont très majoritairement supérieures à 72 kW. Là aussi, grosse part, en termes de fluide, grosse part de R410A, et puis une évolution du fait de la réglementation sur les fluides.
Alors la réglementation sur les fluides, je vais y venir. Ce que l'on peut dire avant cela sur ces différents équipements, c'est qu'ils sont depuis peu concernés par l'éco-conception. Donc c'est un règlement européen qui impose des performances minimum pour la mise en marché, c'est-à-dire que si la machine, le système ne satisfait pas cette performance minimum, il est interdit, tout simplement, sur le marché européen. Donc, suivant les différents systèmes que je viens évoquer, certains ont été concernés par l'éco-conception en 2016 et d'autres en 2018, c'est assez récent. Mais l'objectif d'éco-conception, c'est d'incrémenter l'exigence minimum de performance régulièrement. Donc ces règlements seront révisés à peu près tous les 5 ans, c'est normalement ce qui est prévu. Et donc les exigences de mise en marché minimum vont augmenter petit à petit. Donc ces équipements sont soumis à cette réglementation et, comme je l'ai évoqué auparavant, à d'autres réglementations, bien sûr, dont la réglementation F-Gaz qui concerne les fluides. Alors cette réglementation F-Gaz, je pense que vous la connaissez, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez qu'il y a des enjeux, des exigences sur la mise en marché de ces quantités de fluides d'ici 2030 qui vont en diminuant, bien sûr, avec des gros paliers, notamment on en a connu un en 2018. Mais vous voyez sur le graphique de gauche que 2021, ça va être pas mal aussi en termes de réduction des quantités mises sur le marché. Alors le corollaire à cette baisse des quantités autorisées sur le marché, c'est l'augmentation des prix. C'est-à-dire que les fluides, bien sûr, connaissent un boom au niveau des coûts. En termes de fluides, donc ce qui a été donc ce que je vais rapidement évoquer avec vous, c'est la vision des industriels. C'est-à-dire que du fait de cette réglementation F-Gaz, les industriels ont souhaité apporter leur vision par type de technologie sur les possibilités de fluides qu'ils entrevoyaient pour les années qui viennent et à l'horizon 2030, qui est donc l'horizon de la réglementation F-Gaz. Alors si on se concentre sur le bas du tableau, on peut voir que globalement on a, excepté pour les chillers de forte puissance, et pour tous les autres on a du R410A qui est présent et qui est attendu pour être présent quand même jusqu'en 2030, même si c'est de manière moins importante. On a des technologies R32 qui se développent dans tout ce qui est pack RR, DRV et rooftop. Et puis on a des HFO donc qui sont présents sur les chillers de forte puissance et des mélanges HFO qui donc sont attendus pour 2020 à peu près. Après sur toutes les technologies donc de moyenne puissance, rooftop, chiller de petite et moyenne puissance, et puis également des chillers de forte puissance. Alors bien sûr, là les industriels en question ce ne sont pas les chimistes qui font des fluides, hein, donc il y aura probablement des innovations, mais en tout cas c'est une roadmap qui vous indique la vision des industriels qui mettent sur le marché ces équipements. En matière de réglementation sur les fluides, donc on en a une qui s'est ajoutée tout récemment, c'était dans la loi de finances pour 2019, c'est une taxe sur les HFC, qui a été souhaitée par les pouvoirs publics, donc elle est inscrite dans la loi de finances, elle est prévue pour 2021, et donc ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, parce que quel est l'intérêt d'avoir une taxe française, sachant qu'on est sur un règlement F-Gaz qui est européen, ça va être compliqué à gérer au niveau français. Ce qui a été tenté par la profession dans son ensemble, c'est de proposer un engagement au pouvoir public, c'est-à-dire l'engagement, c'est de dire
nous allons arriver aux objectifs prévus par la F-Gaz en 2025, nous allons tâcher d'y arriver en 2021, et si c'est le cas, vous ne nous mettez pas, vous ne nous imposez pas la taxe en 2021. Voilà. C'est pour l'instant la proposition qui est faite. On verra à l'avenir si les pouvoirs publics nous entendent là-dessus. Autre chose importante qui intéresse les investisseurs, c'est la notion de suramortissement qui est également dans la loi de finances pour 2019 et qui là est applicable tout de suite. C'est un suramortissement de 40%, donc sur 4 ans, pour toute installation, qu'elle soit neuve ou de rénovation. Et donc ce suramortissement est valable lorsqu'on met en place un équipement sans HFC. Et ça concerne tout type d'application au sens large, donc climatisation, réfrigération et confort. Voilà, pour le tertiaire. Bon, on pourra peut-être répondre aux questions après. Il me reste combien de temps? Il vous reste 8 minutes. Il me reste 8 minutes. Donc je reprends la parole pour vous achever. Donc je vais vous parler un petit peu du futur par rapport aux pompes à chaleur. Donc le futur, c'est un petit peu comme dans tous les systèmes, on parle beaucoup d'intelligence, on parle beaucoup de connectivité. Donc la pompe à chaleur va y aller aussi. Et vous avez là un petit peu un schéma, alors là ça concerne encore, je suis désolé, l'individuel, mais sur les gros systèmes, vous connaissez déjà ce type de pilotage à distance et via des intelligences. Hein. La seule innovation qu'on peut y voir, c'est que on va aller vers une hybridation des sources froides. C'est-à-dire que vous allez avoir, aujourd'hui on connaît les packs R quelque chose, on connaît la pack O quelque chose, c'est-à-dire sur géothermie, sonde ou sur nappe. Eh bien on pense qu'à l'avenir, on va avoir à gérer, eh bien, si on veut récupérer un maximum d'énergie à l'extérieur, hein, d'énergie renouvelable, on va avoir à gérer différents types de capteurs d'énergie, que sont le solaire, l'air, les eaux usées, la ventilation, la géothermie, voire autre chose. Et donc on captera le moment venu ce qui nous intéresse le plus. Là, on est en direct sur la machine, mais on peut envisager également que on ait un réseau de boucles tempérées qui capte tout ça et qui alimente différents usages de pompes à chaleur pour les différents bâtiments. Voilà ce qu'on voit un petit peu. Donc je vous ai parlé de l'hybridation des sources froides, mais il y a également l'hybridation de l'énergie pour mouvoir la machine, puisqu'on va vers des énergies renouvelables. On a de l'éolien, on a du photovoltaïque, on a le réseau, on va avoir des batteries. Donc il y aura ça à gérer. Hein. Donc, et puis, comme on va fabriquer de la chaleur ou du froid, eh bien, on pourra également, si on veut avoir une certaine flexibilité sur l'appel de puissance, on pourra éventuellement faire du stockage. C'est pour ça qu'on vous parle de stockage d'eau chaude. Donc, l'avenir, c'est en tout cas on le voit comme ça, c'est l'innovation qui va arriver, c'est amener une gestion intelligente qui permettra de faire de la flexibilité par rapport au captage d'énergie extérieure, par rapport à l'usage de l'énergie pour mouvoir le système, et également en stockant également d'énergie produite pour la dissiper par la suite. Voilà un petit peu notre vision. Alors bien sûr, deuxième partie, c'est ça vous connaissez très bien, hein, avec les GTC, GTB, la maintenance à distance. Bon, là c'est une innovation qui va s'appliquer très certainement assez rapidement dans l'individuel, où aujourd'hui c'est vraiment balbutiant. Voilà un petit peu les grandes orientations techniques telles qu'on les voit aujourd'hui. Alors je peux pas vous dire à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. Voilà, ça va prendre le temps, mais ça se dessine un peu comme ça. Ouais. Donc, je vous disais que par rapport à l'imagination de la plaque du futur, on a un petit travail qui s'appelle plaque du futur, on ne peut pas également parler de plaque du futur sans introduire la notion d'économie circulaire. Voilà. Et donc, l'économie circulaire telle qu'on la voit, nous, c'est l'élargissement de ce que vous connaissez en tant que contrat P1, P2, P3, P4 pour le particulier. Et là, on va parler
d'économie de fonctionnalité où le particulier va louer un service plutôt que d'acheter ou d'investir dans du matériel. Voilà aussi la vision économique telle qu'on la voit, telle qu'on voit l'évolution, et c'est un modèle, en tout cas pour la partie résidentielle individuelle, c'est un modèle d'affaires à créer, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas, et ce modèle d'affaires va permettre de gérer au mieux le remanufacturing, le réemploi de machines et le traitement des déchets à la suite. Voilà. Puisque ce sera le mainteneur qui aura la main sur l'ensemble. Voilà comment on voit un peu les choses. Alors, au niveau, je vous ai parlé un peu d'innovation, au niveau des perspectives de développement. Alors, on n'est pas allé bien loin, puisque vous savez que l'ADEME a sorti des perspectives 2030-2050 il y a 18 mois maintenant. Donc on s'aperçoit que sur le marché du résidentiel, eh bien, vous avez une part des ENR qui reste stable, alors que les autres énergies plus conventionnelles ont tendance un peu à baisser. Mais par contre, quand on parle donc d'énergie renouvelable, vous avez la part des pompes à chaleur qui progresse d'une manière assez importante. Donc, sachant que sur le graphique de droite, vous avez dans l'aspect circulaire, dans l'anneau, pardon, la partie pompe à chaleur est matérialisée en rouge. Je vais assez rapidement parce que je ne veux pas abuser de votre temps, et puis voilà. La même chose en tertiaire, marché que vous connaissez bien. Donc, où là, bon, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire qu'en 2010, il n'y avait pas du tout de pompe à chaleur sur le tertiaire. On va dire, bon, c'est une estimation ADEME, on leur a fait part, bon, voilà. Mais si on part d'un petit peu en 2010, on s'aperçoit qu'en 2050, bien, bon, la pompe à chaleur correspond à la moitié de l'ENR valorisé sur le tertiaire. Donc, pour conclure et faire une synthèse par rapport à cette vision du positionnement de la pompe à chaleur dans le temps, on s'aperçoit que il y a un grand espoir qui est misé sur le développement des ENR via la pompe à chaleur, et ça va se traduire, enfin, au moins ça se traduit dans les projets de PPE actuellement, on s'en aperçoit. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si la pompe à chaleur se développe, il va falloir que on prenne des parts de marché sur lesquelles on n'est pas actuellement, et je pense directement au marché du collectif. Voilà. Pour l'instant, on est absent clairement en neuf, parce que la réglementation n'est pas beaucoup, et où en rénovation, où on est pratiquement absent aussi. Voilà. Ce sera ma conclusion par rapport à cette partie-là. Et rapidement, pour information, je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Je vous ai dit que la FPAC était une association, donc on fait de la communication et on produit pas mal de dossiers, hein, qui sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet. Et rapidement, je vous fais la liste de ce qui est disponible. Donc vous avez un dossier sur les réalisations tertiaires, vous avez un dossier sur les solutions pour l'eau chaude sanitaire en collectif, même si on n'est pas très très présent physiquement. Et puis vous avez, bon, je vous parle de rénovation, là c'est plus lié à la maison individuelle, donc je ne m'appesantis pas dessus, hein. Ensuite, on a quelques dossiers techniques où on parle de pompe à chaleur hybride, avec son avenir donc en maison individuelle, et on a un dossier qui est réservé vraiment aux professionnels. Il y a 250 pages qui concernent l'installation de pompe à chaleur en maison individuelle. Pour les gens qui font de la maintenance sur ce marché, c'est un petit fascicule qui a été fait en collaboration avec Roland Bouquet du Cinasal, je ne sais pas si vous connaissez, qui donne quelques éclairages aux particuliers pour dire, voilà, vous avez une pompe à chaleur, c'est quoi, comment ça fonctionne, et surtout la nécessité de la faire maintenir et de la faire entretenir. Voilà. Je vous parlais d'ambition marché. Ça, c'est un document qui a été préparé pour la DGEC dans le cadre de la PPE qui n'est pas encore sortie. Et puis quelques dossiers un petit peu relations institutionnelles où on parle de CO2.
Et je vous parlais d'économie circulaire, voilà, c'était les balbutiements en disant, voilà, la pompe à chaleur, comment s'inscrit-elle dans le cadre de l'économie circulaire? Et on est en train de valider une étude avec l'Institut de l'économie circulaire, que vous connaissez peut-être, ou qui sortira, je pense, à la rentrée, où par différents angles d'attaque, on positionne la pompe à chaleur dans ce cadre d'économie circulaire, en se disant, les déperditions, elles fuient. La pompe à chaleur, c'est quand même une technologie qui permet d'aller récupérer la chaleur qui fuit dehors pour la injecter dans le bâtiment. Donc c'est peut-être aussi un principe d'économie circulaire. Et puis, moi j'en ai terminé. On vous remercie de votre attention. Je pense qu'on a tenu les délais. On répondra à vos questions s'il y en a tout à l'heure. C'est dès maintenant, en fait. Dès maintenant? Eh bien, on répond à vos questions. Je sais pas si des gens dans la salle ont déjà. Là, j'ai une question. Donc, le changement de fluide, quelle incidence des changements de fluide en termes de coût des pompes à chaleur et en termes de performance des pompes à chaleur? Alors, quelle pompe à chaleur? De quelle pompe à chaleur? Les pompes à chaleur, si on passe d'une pompe à chaleur, je sais pas moi, on passe du R410 à du CO2. Donc ça, ça va tomber. Alors là, on est sur des technologies qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc on ne peut pas changer juste un flux. Donc c'est vrai que du coup, on n'a pas une. Et les autres secondaires, c'est que le prix va être multiplié par 2, ou est-ce qu'au contraire, ça va être très compétitif par rapport à ce qu'on veut? On est quoi, dans une tendance d'augmentation des prix? On est dans une tendance au contraire d'optimisation des prix? On est dans une tendance d'amélioration des coques? Alors, ça fait beaucoup de questions, et surtout, il n'y a pas qu'une seule réponse, parce que, alors peut-être que... je vais donner juste quelques pistes. En fait, tout dépend de quel switch on fait en termes de fluide. Là, la question que vous posez, c'est on passe du 410A au CO2, c'est pas possible avec la même machine. Le CO2, on a des taux de compression plus importants, et donc on n'utilise pas les mêmes types de compresseur, donc c'est... La puissance équivalente, la machine CO2 est plus chère que le... Ah oui. 2 fois plus. Oui, elle est plus chère, et puis on n'a pas forcément l'équivalent pour des petites machines, et puis on est sur des écarts de température qui sont importants, donc des deltatés côté aval, et donc on répond pas, je veux dire, une PAC au CO2 individuel, déjà il y en a pas ou peu. Et qui fasse du chauffage, c'est pas du tout l'optimum. Du coup, c'est quand même compliqué de vous répondre après quand on a des évolutions du R410A vers du R32. Là, on est beaucoup plus sur une évolution douce en termes de technologie et de coût. Plus de son HFC. Oui, mais avec un pouvoir quand même HWP qui est plus bas. Qui est bien plus bas. Industriel, le passage de 410 sur la 32, c'est le même ordre de grandeur. Peut-être qu'en termes d'efficacité, bien sûr, le mandateur, on va dire que c'est la plus cher que c'est mais intrinsèquement, pas de raison que ça coûte plus cher, ça coûte plus cher. Et puis, comme je le disais, en fait, même le 410A, de toute façon, son prix augmente. Du fait. Alors ça, on va parler tout à l'heure d'augmentation des prix, c'est un vrai problème. La deuxième question que j'avais, c'est que on dit pompe à chaleur, mais l'efficacité des pompes à chaleur dépend beaucoup de savoir si vous êtes sur une boucle chaude d'une température élevée ou au contraire si vous êtes en basse température. Et aujourd'hui, alors c'est un sujet dont personne ne parle. Alors au niveau industriel, oui, mais quand on est sur l'individuel, finalement, on n'en parle pas. Quand on regarde, tout le monde dit la pompe à chaleur, c'est miraculeux, mais j'imagine que c'est pas aussi miraculeux. Si on a une maison qui a un système de distribution de chaleur basse température, on pense que c'est une efficience, tout le monde. Si on est sur une maison qui a déjà une installation de chauffage qui est plus ancienne, avec des radiateurs à l'ancienne, est-ce que là, ça tient? Il y a des études comparatives sur ces sujets-là? Ouais. Alors, il est clair que, d'une manière générale, l'installation d'une pompe à chaleur ne souffre pas, n'accepte pas la médiocrité. Ça veut dire que, c'est clair, ça veut dire que quand vous dites, je suis avec un générateur traditionnel, je veux le remplacer par une pompe à chaleur, il y a une étude de conception à faire pour regarder si la loi d'eau que vous avez dans la maison correspond à ce que la pompe à chaleur que vous souhaitez installer peut fournir. Voilà. Si c'est pas le cas,
eh bien, soit vous choisissez une autre pompe à chaleur, parce que bon, il y a différents, on parle de pompe à chaleur basse température, moyenne température, même haute température, qui peut aller jusqu'à 80 degrés, mais ça, tout ça, c'est un coût. Hein. C'est pas, quand vous achetez une basse température, elle est moins chère qu'une haute température. Voilà. Donc, il y a ça à regarder. Hein. C'est pas le choix d'une pompe à chaleur, c'est pas uniquement une question de déperdition et de puissance. Je pèse de manière importante sur le fait de la loi d'eau, c'est-à-dire adapter la pompe à chaleur à la loi d'eau. Donc, si c'est pas possible, eh bien, il y a également la possibilité de passer avec un appoint par relais de générateur. C'est-à-dire que vous assurez une base avec la pompe à chaleur, et quand vous avez la loi d'eau qui ne correspond plus, vous basculez de générateur. Bon, bien sûr, il ne fait pas moins 10 tous les jours. Ça veut dire que vous avez une base à 80% par la pompe à chaleur et vous avez 20% en complément. Voilà. Il faut être très très raisonnable et il faut absolument étudier les choses. Et on se bat pour ça parce que les contre-références qui apparaissent, on s'aperçoit qu'effectivement il y a la puissance, mais on a oublié de regarder que. Hein. Alors, dans les maisons assez anciennes, on circulait avec des lois d'eau assez basses, avec des radiateurs en fond, donc il y a une inertie, bon, faut voir tout ça, et puis c'est peut-être pas nécessaire de changer tous les radiateurs, il y en a peut-être un à changer, ou en rajouter un dans une pièce, hein, mais c'est vraiment une étude très fine à faire. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Allez-y. Bonjour, David Henry de la CAP3. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'intelligence et de la connectivité des machines. Nous, pour le vivre, justement en travaillant avec des fabricants qui proposent des groupes carrossés comme Tran, Carrier et tous les majors du métier, on se rend compte qu'on a quand même. Leurs systèmes sont assez fermés et on n'a pas accès facilement à des consignes, des réglages au niveau des automatismes. La connectivité avec ces composantes principales, souvent c'est fermé. Il faut aller vers d'autres fabricants qui proposent des modules beaucoup plus ouverts. Du coup, par rapport à toute l'évolution de la technologie et de la connectivité, est-ce qu'il y a aussi une incitation au niveau des fabricants qui ouvrent plus leur système pour pouvoir accéder plus facilement à la performance? En fait, on parle de performance et de pilotage à distance intelligent, mais comme tout est fermé, il n'y a pas vraiment de sujet. Alors c'est difficile de répondre parce que du coup sur l'individuel c'est pas encore. Je parle Des gros systèmes. Peut-être que je vais laisser M. Ramon de Carrier. Quel type de connectivité vous parlez? Si vous parlez de démarrage, arrêt, limitation de puissance, changement de point de consigne, toutes les machines Carrier, 100% de machines Carrier sont pilotables, escalées. Voilà, mais par exemple, alors c'est des consignes de production glacée, 100% machine. Mais par exemple, si on veut moduler, par exemple, à HP flottante, le pourcentage de récupération, 100% de machines Carrier. Achetez du Carrier, vous allez avoir la ça fait 100%. Aujourd'hui, on va être hier avec le cas additionnel par exemple sur tous les autres. Garder mon contact. Alors il y a cet aspect connectivité, mais bon, je n'ai peut-être pas assisté assez. Je vous ai parlé également d'intelligence. Oui. On va vers adaptabilité de la machine par rapport au bâtiment aussi. C'est-à-dire que normalement, vous faites une mise en service, vous êtes obligé de régler les lois d'eau, tout ça. Et là, on va vers de l'intelligence machine qui va qui va prendre des informations, qui va les stocker et qui va adapter ses réglages en fonction de ce que le bâtiment a besoin. Voilà, ça c'est également une piste d'innovation qui est en train de se faire. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. J'ai quelques questions. Oui. J'en avais déjà une personnellement et puis après je passerai à celle du chat. Tout à l'heure, vous avez dit que la RT 2012 a permis de faire un petit peu un rebond sur le développement des packs, mais je dirais quid de la future réglementation énergétique. Est-ce que pour vous, ça serait une nouvelle opportunité pour développer des packs? Est-ce que pour vous, l'introduction d'un minimum de chaleur renouvelable, non plus uniquement sur le résidentiel, comme vous l'avez dit tout à l'heure pour la RT 2012,
et puis sur potentiellement tous les segments, c'est pour vous une opportunité pour un développement encore plus important des packs. Sans doute. Mais bon, qu'est-ce qui va sortir du dossier? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et voilà, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de groupes d'échange, beaucoup de groupes de concertation, mais il n'y a jamais de conclusion. Et pour l'instant, il n'y a aucune décision. Donc, on ne sait pas trop. Voilà. On espère effectivement que, on parle beaucoup de NR, donc on espère que dans les textes sortira une imposition, un minimum de chaleur renouvelable dans tous les types de bâtiments, comme c'est le cas aujourd'hui en maison individuelle, mais d'autres poussent pour que ce soit pas forcément de la chaleur renouvelable, mais de l'énergie renouvelable, et là, ça change beaucoup les choses, vous avez compris pourquoi. Donc, on ne sait pas, aujourd'hui on ne sait pas. D'accord. On a peu de visibilité aujourd'hui sur la RE20. Mais en lien direct avec ça, pour vous, on a parlé un petit peu des tiers-sons tout à l'heure, mais l'un des objets que l'on voit comme étant potentiellement, qui pourra potentiellement répondre à cette demande, c'est la PAC double service. Pour vous, c'est quoi l'avenir de ce type d'équipement? Est-ce que pour vous, il y a un vrai avenir dans le développement de la PAC double service? Et pour oui, et si oui, à quel coût par rapport et pour quelle ambition? Alors, en maison individuelle en collectif. En collectif. Alors, en collectif. En collectif, pour nous, la PAC le double service, elle est déjà dans les catalogues, hein, puisque double service, c'est chauffage plus chauffage sanitaire. Mais on va de plus en plus vers le triple service, c'est-à-dire on fait à la fois du rafraîchissement l'été. Alors, oui, je dirais que ça coûte pas grand-chose, quoi, puisque c'est une réversibilité de machine. Enfin bon, je me tourne vers les... bien souvent, c'est un petit cavalier à rajouter, et puis quelques réglages en plus, quoi. Vous voyez, c'est simple. Mais il faudra que les émetteurs puissent le faire également. Et est-ce qu'au niveau investissement, la promotion immobilière et les maîtres d'ouvrage sont prêts à mettre un peu plus d'argent dans l'équipement du logement? Voilà. C'est l'importance de la RE. Ouais. Alors, ce que je peux peut-être ajouter sur le résidentiel collectif, ce qu'on imagine avec l'obligation de chaleur renouvelable, par exemple, c'est aussi le développement d'eau chaude thermodynamique. Soit de CET collectif, chauffe-eau thermo collectif, soit des chauffe-eau thermodynamiques individuels, donc sur air extrait par exemple, qui sont tout à fait adaptés au logement collectif. D'accord, très bien. Je vais juste passer à quelques questions de chat que l'on a eues. J'ai une première sur l'aspect taxe HFC. Je pense que je vais la poser tel quel, mais il demande est-ce que les productions des réseaux 3, les productions dans les réseaux 3 peuvent accéder au mécanisme de suramortissement? Oui. Oui, a priori, il y a toutes les applications sont concernées. D'accord, très bien. Donc voilà. Donc, mais par contre, juste je peux me permettre quand on dit qu'elle était applicable, effectivement la loi de finances la rend applicable à partir du 1er janvier 2019, mais le projet d'arrêté applicatif est en cours de rédaction. Il y a eu un projet, il en votre projet, mais il n'est pas encore sorti pour savoir comment concrètement on peut appliquer. Oui, c'est vrai qu'il est en consultation. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, j'ai une deuxième question de Martial Archenot, qui nous suit en conf call. Est-ce qu'il existe une base de données référençant les principales pompes à chaleur à l'heure actuelle? Est-ce que par exemple sur la FAC, on peut trouver, sur le site de la FAC, on peut trouver ça? Est-ce qu'il y a une base de données? Il y a plusieurs bases de données. On va dire pour plutôt le résidentiel, on a la base de données Atita, les équipements du génie climatique. La base de données, pardon? Atita. Ok, d'accord. C'est la base de données du climat en fait, industriel du génie climatique, sur laquelle d'ailleurs viennent se plugger toutes les bases de données RT 2012. Mais ça concerne plutôt l'individuel. Après, il y a des bases de données des produits certifiés,
Donc pour tous les gros équipements tertiaires, il y a les certifications Euroban qui existent, qui sont des certifications volontaires. Et là, sur ces bases de données, on trouve les équipements certifiés, leur performance, etc. D'accord, très bien. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat au moment. Je ne sais pas si vous voulez passer. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé de documents produits par la FPA. Comment sont-ils accessibles? Alors, les documents que je vous ai présentés, vous allez sur le site AFPAC, AFPAC, voilà. Vous allez sur l'onglet professionnel, et ensuite vous avez, je crois que c'est dans bibliothèque, vous avez documents, et vous cliquez dessus, vous avez toute la liste, et ils sont téléchargeables gratuitement. Ok, très bien. Pas d'autres questions? Moi, j'avais une dernière question. Oui. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un sujet de compétence. On a un sujet également de croissance du marché. Ouais. Et comment tout ça, ça se goupille entre ce qui sort, les ressources qui sortent spontanément du marché de l'information. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est un point sur lequel l'AFPAC intervient ou pas sur les problématiques de formation, développer plus de... Alors, la formation, c'est pas le terrain de jeu de l'AFPAC. Donc l'AFPAC se cantonne à faire de l'information interne, externe, de la relation institutionnelle auprès des pouvoirs publics, parce que pour faire la promotion de ces technologies, puisqu'on sait que si une technologie n'est pas soutenue réglementairement, elle a peu de chances de s'imposer, d'où nos actions dans le cadre de la réglementation thermique. Et puis, on fait également, on travaille beaucoup sur la qualité, je vous l'ai dit, et notre travail sur la qualité n'est pas sur la formation, mais sur de l'information via ce type de dossier. Voilà, voilà un peu notre terrain de jeu et les missions qu'on s'est données. J'ai une dernière question. Juste pour ajouter, on est quand même, la FPAC est investie dans les organismes de qualification des installateurs. Que ce soit Et c'est plutôt ce qualificateur, etc., qui se préoccupe de ce genre de questions. Voilà, oui, historiquement, la formation est plutôt dans le domaine des organisations professionnelles, c'est sûr. Alors j'ai une dernière question un peu provocatrice. Tout le monde a hurlé au loup quand on a parlé de taxation des fluides frigorigènes. Et finalement, on n'a pas taxé. Ce qui ne nous arrange pas, parce que nous, quand c'est taxé, on peut le répercuter sur nos clients. Et par contre, il s'est passé un phénomène de flambée des prix des fluides qui n'a pas d'explication logique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les fabricants de fluides qui s'enrichissent, une sorte d'enrichissement sans cause. il y a un marché, il y a la rareté des fluides quand même. La rareté, elle est liée. Non, la rareté, les capacités de production de fluides, elles n'ont pas bougé normalement. Donc, Oui, il y a moins d'autorisation sur le marché, donc ça coûte plus cher. Oui, mais c'est un effet d'aubaine. Ça ne justifie pas que les prix augmentent. Je comprends qu'il y a aujourd'hui un encadrement des quantités. Ça ne justifie pas que le prix augmente. Et donc, comment vous, en tant qu'AFPAC, vous réagissez par rapport à ça? Parce que il y a quelques temps, vous disiez attention, si on augmente le prix des fluides à cause des taxes, vous allez tuer le marché. Et là, le prix des fluides, il a été multiplié par je ne sais pas combien, et là, on n'entend plus personne dire on est en train de tuer le marché. On a peut-être eu un raisonnement primaire, puisqu'on s'est dit effectivement, si le fluide augmente, forcément la charge de fluide qu'on met au niveau de la fluide va coûter. Donc la pompe à chaleur va coûter plus cher. Et c'était notre première réaction. Non, mais encore une fois, il y a un effet F-gaz, donc il y a une réglementation européenne. L'AFPAC ou les industriels ont toujours dit nous on suit, on a contribué aux objectifs F-gaz, donc on suit les objectifs de diminution de mise en marché de ces fluides. Donc cette diminution des mises en marché occasionne une hausse des coûts. Là où l'AFPAC et Uniclimat et l'ensemble de la filière d'ailleurs s'est exprimé, c'est pour dire ne surenchérissons pas au niveau français. Mais là, on est arrivé dans des niveaux de prix qui sont... La taxe devient marginale par rapport au niveau auquel on est arrivé. La taxe n'est plus un sujet. La taxe n'est plus un sujet. Le sujet, c'est comment, quelque part, proteste-t-on contre cette espèce d'enrichissement. On peut pas. Cet enrichissement sans cause des fournisseurs. L'espace de jeu qui nous est offert, c'est de changer de fluide. Voilà, ce qui a été, d'où la réaction épidermique qu'il y a eu de la part des professionnels, c'est de dire, on était dans des règles du jeu qui étaient qu'on avait une vision
Donc on travaillait pour arriver à ce que cette vision soit mise en place. Et là, on nous multiplie par deux, ou on nous divise le temps par deux. Donc, on a du mal à aller plus vite. Donc aujourd'hui, si vous nous imposez ça, on ne pourra pas répondre tout de suite. Donc mécaniquement, ce qu'on fait aujourd'hui va augmenter. Donc si ça augmente d'une manière trop importante, eh bien, nous, ça va freiner notre développement. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le développement ne se ralentit pas. Pourquoi? Parce que, à côté de ça, on a mis en place ce qu'on appelle une opération coup de pouce, où on donne une subvention pour payer. Vous êtes d'accord pour dire que c'est quand même paradoxal. Si on avait eu une taxe, l'argent qui aurait contribué à cette hausse, la hausse des prix des fluides frigorigènes va effectivement encourager le changement de fluide, ça, tout le monde est d'accord, quelle qu'en soit la cause. On est passé d'un système dans lequel cet argent tombait dans les caisses de l'État français à un système dans lequel cet argent passe dans la caisse des fournisseurs de fluides. Et en même temps, on dit c'est génial parce que l'État français subventionne indirectement ce truc-là. Donc il y a quelque chose quand même qui est intellectuellement... Est-ce que vous êtes sûr? En termes d'équité, c'est quand même choquant. Je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous êtes sûr que si la taxe avait été mise en place, ça aurait maintenu le prix du fluide à un prix raisonnable? Non, je pense non. Donc, simplement l'argent serait passé dans une autre caisse. Et d'ailleurs, aux militaires, rappelez-vous, nous militions pour le fait que cet argent qui serait récupéré à travers la taxe puisse être réutilisé pour subventionner. Et maintenant, l'État français, finalement, c'est un peu le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'il ne touche pas la taxe et en même temps, il subventionne les installations. Donc il y a un truc qui est intellectuellement et éthiquement, je dirais, surprenant. Après, ça pose un problème quand même, les taxes nationales dans un contexte de règlement européen. Ah si, ça peut. Non, c'est des installations locales, tout le monde est soumis à la même taxe. Les taxes, c'est un problème quand on exporte, et là, en l'occurrence, c'est une taxe qui s'impose à la consommation sur le territoire. Donc c'est pas un problème de concurrence. Non, je ne sais pas si le problème d'exportation est réglé. Non, je pense pas. Et puis, oui. Du coup, il y a une distorsion des prix des fluides entre la France et le reste de l'Europe. Non, on n'a pas de taxes. D'ailleurs, on peut acheter partout en Europe. En fait, on peut acheter le fluide partout en Europe. D'ailleurs, juste pour information, le site EPA est mandaté au niveau de la France pour récolter les différents prix des HFC pour en monitorer leur évolution au niveau européen. Comment ça s'appelle? Le site EPA. oui. Mais voilà, pour terminer sur votre question, si c'est... ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on est un peu pieds et poings liés. Mais vous ne prenez pas par les... position. Autant vous avez pris position de façon très forte contre les taxes, autant sur ce sujet-là, vous ne prenez pas position. On a essayé de contacter les chimistes, mais bon, ça c'est vraiment... on connaît le problème, je propose de passer à une autre question du chat, parce qu'on plutôt une précision sur la question que vous avez posée sur les réseaux de froid, dans le sens que la question exacte c'est: est-ce que les prix de raccordement d'un nouveau client d'un réseau de froid sans HFC peuvent bénéficier de suramortissement? Ah, prix de raccordement, je sais pas. Ça m'étonnerait. C'est ce que je... À vérifier, mais je pense pas. Voilà, ok. On est d'accord. C'était tout ce qu'il y avait sur le chat. Si vous avez encore une dernière question, on a un petit peu recommencé. On a 10 minutes de retard. C'est pas de notre faute. Hein. Juste une petite, allez-y. La FPAC ne serait-elle pas intéressée, à la promotion des PAC, d'accompagner autant le particulier que le professionnel dans la mise en relief de l'intérêt technico-économique de ces technologies? Ou l'aide au chiffrage, l'aide au comparatif technico-économique, comme l'a dit Pascal tout à l'heure. C'est que vous n'êtes pas motivé à faire ça. Ah ben, on est motivé, c'est ce qu'on fait un petit peu, peut-être pas assez, mais l'AFPAC, je vais vous dire, hein, c'est 170 000 € de budget annuel. Voilà. Il n'y a aucun permanent, nous ne sommes que des bénévoles. Donc notre action est forcément limitée. Là, on est là tous les deux, on est payé par notre entreprise. Quoi. Vous voyez un petit peu le... Vous ne pouvez pas travailler avec la ICBF, la Schreier. C'est ce qu'on fait, mais bon, après, vous savez... Voilà, vous savez tout. Mais d'ailleurs, pour ces moyens-là, vous avez une efficacité redoutable, parce qu'on connaît très bien
Ouais, j'ai une micro-dernière question que je vais aussi reposer à M. Grabon tout à l'heure, mais je vous la pose également à vous. C'est, alors là, vous avez fait le focus sur tout ce qui était pompe à chaleur, sur source, sur compresseur électrique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire juste 2 mots sur ce qui concerne les packs gaz, voire absorption? Alors, dans notre tour de table, nous avons Boostit. Donc, ça veut dire que nous n'ignorons pas les packs gaz, mais bon, nous diffusons vraiment les informations dont nous disposons. Et bon, il est vrai qu'aujourd'hui, on a très très peu d'informations sur ce type de technologie, qui reste quand même une technologie un petit peu pointue et puis secrète, hein, c'est un secret industriel. Hein, donc, bon, quant au pack à absorption, j'avoue qu'on est également sec sur le sujet. Hein, vous avez par contre quelques références qui figurent dans le dossier tertiaire où vous avez 2 ou 3 installations qui sont décrites en pack à absorption. Okay. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, c'est merci. Il y a beaucoup d'annexes, donc il va falloir les passer, peut-être. Oui. Ah oui, alors donc on peut peut-être préciser pour il y a des annexes, qu'il y a des annexes un peu plus détaillées sur aussi bien le marché individuel que la connectivité. Merci beaucoup. Donc maintenant, voilà, donc on va laisser la parole à Monsieur Grabon, Monsieur Grabon de Carrier. Carrier. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité à cette réunion. L'énergie, c'est quelque chose qui me passionne, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir m'exprimer et puis de vous dire ce qu'on fait dans ce domaine-là, particulièrement au chauffage. D'abord, je m'excuse pour mes fautes de français si on a. Le français, c'est pas ma langue maternelle. Donc je m'appelle Michel Grabon, comme je disais, et en fait, j'anime une équipe d'ingénieurs chez Carrier qui s'occupe des applications un petit peu de demain et d'après-demain, surtout au niveau système. Et donc le chauffage fait partie de ces préoccupations. Et donc nous avons travaillé beaucoup sur les packs haute température, nous appelons les packs à chaleur haute température. Et si Carrier aujourd'hui, il est dans ce domaine assez actif, c'est un petit peu grâce au groupe que nous animons. Donc aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. Le temps il est très très court, il me faudrait aller vraiment très très vite. En fait, je vais parler un petit peu de produits que nous avons aujourd'hui, que vous pouvez trouver sur le marché. Quand je parle produits, c'est des produits de puissance assez conséquente. Ensuite, un petit peu des architectures de système et des problèmes relatifs au fonctionnement et de régulation, ce que j'appelle régulation, donc automatisme autour de groupes de chaud. Et je vous, si je me laisse quelques minutes, je vous montrerai quelques exemples d'applications particulières. Je vais peut-être passer cette slide-là concernant les applications, mais en gros, ce qu'il faut retenir pour les gens qui sont pas forcément, qui connaissent pas très bien les pompes à chaleur, il n'y a rien de magique dans une pompe à chaleur. En fait, toute machine thermodynamique, celle qui produit du froid, produit du chaud, et le chaud est rejeté. C'est juste la question, quelle source est utile? On appelle une pompe à chaleur une source qui utilise plutôt le chaud, alors que le refroidisseur de liquide ou de gaz, là où la source utile, c'est plutôt le froid. Mais en fait, technologiquement, c'est exactement la même machine. Ce qui peut les différencier, c'est éventuellement le niveau de température de source. Et c'est là que je vais parler des applications. En fait, et monsieur a parlé un petit peu de ça, il y a énormément d'énergie primaire que nous rejetons à l'extérieur. Donc si vous regardez grosse maille, 60-65% d'énergie que nous consommons finit à l'extérieur sous forme de chaleur aux alentours de 30 à 100 degrés. Les moteurs thermiques, la clim de la maison, les centrales thermiques et autres applications industrielles, on se retrouve avec énormément d'énergie rejetée à 30, 40, 50 degrés à l'extérieur qu'on n'arrive pas à valoriser. Et on peut les valoriser en utilisant les pompes à chaleur, ce qui permet d'amener la température à un niveau de température qui peut être utile. Donc en termes de valorisation, il y a tout un tas de sources primaires qui peuvent être utilisées, l'eau de nappe, l'eau de mer, le centre géothermique, les processus énergétiques quelconques. Et puis ensuite, on peut les valoriser aussi des sources industrielles. Donc moi particulièrement, j'étais très impliqué dans l'utilisation de chaleur de data center, de centres de calcul, notamment en Suède.
qui constitue en fait une source constante, très importante de chaleur à des températures qui sont pas utilisables mais directement, mais qui peuvent être très très facilement réutilisées dans d'autres applications. Et si vous avez à proximité de data center une source, un puits d'énergie, donc quelqu'un qui peut l'utiliser toute l'année, c'est une installation idéale. Ça peut être une grande piscine, mais idéalement, un réseau de chauffage urbain. Et en Suède, où le réseau de chauffage urbain est très très riche, cette application, elle est vraiment très bien utilisée. Et donc, notamment, la ville de Stockholm va devenir numéro 1 en Europe des centres de calcul à cause de ça. Donc, c'était structurant pour la ville. C'est-à-dire la ville qui peut absorber un moment de chaleur, même en été, l'eau chaude sanitaire absorbe beaucoup de chaleur. Il crée maintenant un pôle des calculs, donc en fait, il donne gratuitement le terrain pour les gens pour qu'ils construisent des data centers. D'accord? Et nous faisons partie de cette aventure. Nous, mon groupe a commencé avec ça. Je parle d'une nouvelle pompe à chaleur pour nous, en quelques mots. Je voudrais un petit peu de revenir à ce que vous disiez par rapport à la qualité des produits, à la qualité des pompes à chaleur. En fait, comme je disais, pompe à chaleur, c'est rien d'autre qu'un refroidisseur de liquide utilisé dans des conditions un petit peu différentes. Donc maintenant, cette température d'utilisation étant différente, on a deux approches. On a l'approche concevoir une machine spécifique pour l'application qu'on est en train d'avoir. Et dans ce cas-là, on va parler de volume relativement faible, donc c'est difficile de profiter de fait de masse des produits qui sont utilisés pour les froids, ou alors profiter de la technologie qui est utilisée massivement pour la production de froid et juste faire les adaptations nécessaires pour l'appliquer dans le cas de ce qu'on appelle pompe à chaleur ou utilisation de chaud. Donc c'est l'approche que nous avons faite. Donc si vous regardez tous les composants de la machine que je vous présente ici ont été développés pour faire du froid. Les problèmes, quand vous faites du froid, la température de source froide, ça peut aller de moins quelque chose jusqu'au, disons, 10-15 degrés C. Et la température de source chaude, c'est là qu'on rejette l'énergie. En fait, c'est l'air ambiant, 30 degrés, 35 degrés, ou alors l'eau de rivière. Donc on se limite, dans les pires des cas, désert en Arabie Saoudite, mais ça se limite, si vous voulez, aux températures de l'ordre 50, 55, 60 degrés. Donc, si l'application voudrait qu'on aille au-delà, 80, 85 degrés, ben, il faut être inventif. Et nous, ce qu'on avait fait, en fait, on avait appliqué comme premier dans le marché le nouveau fluide frigorigène qui s'appelle HFO dans le contexte d'une machine presque standard. Donc, on a sélectionné un fluide qui a les pressions de fonctionnement un petit peu plus basses pour la même température ou pour la même température de condensation un peu plus élevée, ce qui nous a permis d'extendre l'enveloppe de fonctionnement de ces machines vers les zones qui, en fait, correspondent à l'application de chaleur. Et donc là, on a un effet très intéressant. On profite d'une technologie de machines comme ça, comme vous voyez ici, qui est à peu près 1 MW de puissance. Nous en fabriquons peut-être 2-3 000 par an. Donc, vous voyez, c'est des volumes qui sont immenses. Donc avoir une option spécifique avec un nouveau fluide, avec bien sûr les qualifications qui s'imposent, etc., nous permet d'avoir la même qualité, le même niveau de qualification, le même niveau d'efficacité des éléments, et avoir une application que jusque-là, elle était plutôt utilisée comme application spécifiquement développée pour le chauffage. Donc quelques mots sur le fluide. Bon, on pourrait faire une présentation de plusieurs heures sur le fluide, mais il s'agit de nouvelles générations de fluides. Vous avez entendu parler de HFO. C'est grosso modo, en termes thermodynamiques, fluide très très proche de R134A, qui est la génération précédente, sauf que impact environnemental est très 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 faible. On parle de potentiel de réchauffement inférieur à 10, donc ici on monte 1, et que la pression elle est légèrement inférieure à la pression correspondant à 130 degrés. Donc c'est si avec une température un peu plus élevée dans le contexte de machines de chauffage. Et l'autre effet, c'est pour les applications purement froid, et ça réduit capacité thermique d'une à peu près une vingtaine de %. Donc c'est en fait pour nous, et pour vous dire en fait la vérité, la HFO a rentré chez Carrier
par l'application du chauffage. Donc les premières machines que nous avons testées, les premières machines que nous avons installées, les premières machines que nous avons qualifiées, c'était dans l'optique de haute température. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Donc maintenant, si on parle de plage de fonctionnement, donc, je vous disais que la machine traditionnelle en froid, les températures de source d'évaporation se situent entre 0 et 20 degrés, disons pour l'application climatisation, les températures un peu plus basses pour l'application en réfrigération. Donc, en termes de température de condensation, on parle au pire des cas 55, 60, 65. Donc ça c'est l'application traditionnelle. L'effet de pouvoir appliquer HFO avec vraiment très bonnes modifications de la machine. Bien sûr, on est obligé d'adapter la partie liée au fonctionnement, au contrôle de la machine. Ça nous permet d'aller très très haut en température de source. Donc pensez maintenant à l'application rejet d'un centre de calcul où la température aujourd'hui évolue aux alentours de 35 degrés. Donc on peut avoir une évaporation aux alentours de 25 degrés en étant optimisé, tout en produisant la chaleur au niveau qui est demandé par les clients. Donc bien sûr, tout le monde dit, ouais, faisons la pompe 85 degrés. Je ne sais pas, quelqu'un avait dit, ben attention, ça dépend quelle est vraiment l'utilité de ces 85 degrés. Parce que les coefficients de performance, bien sûr, ils se dégradent très rapidement si la température monte. C'est pas la peine de fonctionner à 85 degrés et puis derrière utiliser cette chaleur pour diffuser à 20 degrés, par exemple, l'air dans une pièce, parce qu'on perd beaucoup en termes d'efficacité. Donc, encore une fois, machine thermodynamique, les rendements sont directement proportionnels aux températures de source dans le cycle 40. Donc, pour en résumer, machine aujourd'hui extrêmement flexible, c'est la même machine qui permet de couvrir beaucoup d'applications, très efficace, avec les exigences de qualité qui correspondent exactement à ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans les machines d'application traditionnelles en froid, et accès à des températures de l'ordre de 85 degrés, et bien sûr plus basses si nécessaire. Est-ce que je répète encore une fois, fonctionnement très optimisé avec des retours à 45, ce qui, dans les applications de chauffage urbain, ça peut poser de problème pour d'autres types de machines. Nous, par exemple, nous pouvons avoir la température de ressources évaporateur de 50 voire 55 degrés. Ce qui fait qu'il n'y a pas de précautions particulières à prendre sur l'installation de la machine dans un contexte de réseau de chauffage. Maintenant, je change un petit peu entre le sujet. Je vous ai parlé de la partie machine elle-même. Maintenant, je vais vous parler de l'architecture du système. Donc là, il y a un effet un petit peu, donc là aussi, il me faudrait 2 heures pour vous expliquer, mais ce que je suis en train d'essayer de vous donner comme message, qu'on peut avoir, on peut avoir les mêmes types de machines installées en parallèle et en série, et avoir résultats thermodynamiques complètement différents. Comme dans l'architecture, vous pouvez avoir les mêmes fonctionnalités avec un bâtiment qui est affreux et un bâtiment qui est très joli. J'aime bien ces images parce que ça montre l'importance de l'architecture. Donc à gauche, j'ai 3 machines de 500 kW installées en parallèle, 99% d'applications qui sont faites comme ça. Et à droite, je vous mets les mêmes 3 machines, mais cette fois-ci installées en série, côté évaporateur et côté condenseur. Encore l'eau circule. Donc bien sûr, perte de charge, il faut adapter certains détails de design. Je ne vais pas vous faire ici un cours de thermo, mais si vous regardez sur le diagramme de Carnot, qui est un petit peu une représentation simplifiée des fonctionnements d'une machine, vous pouvez voir qu'avec 3 machines installées en série, vous gardez toute cette surface que j'ai ici soulignée un peu en vert, qui correspond à ce que vous gagnez en termes de puissance absorbée de vos machines. D'accord? Donc, c'est pareil un petit peu magique, mais si on met ça en termes un peu plus de techniciens, c'est évident, si vous avez 3 machines en série, à la sortie, elle doit faire 80 degrés, à l'entrée, il fait 40, celle qui est au milieu va condenser plus bas que celle qui était à la fin, quoi. Donc grosso modo, la même chose s'applique côté évaporateur et côté condenseur. Donc ça paraît, bon, effectivement, pourquoi on ne le fait pas? Bon, on ne le fait pas parce que c'est d'autant plus intéressant que les gradients de température est grand. Donc si vous travaillez avec 5 degrés d'écart dans la source, c'est peut-être pas la peine je sais pas, la température de retour, admettons 55 et départ 60, c'est peut-être mise en série, n'est pas si intéressant. Mais si vous avez un grand delta T, par exemple sur
imposé par le réseau, retour à 45, départ à 85, n'est pas mettre les machines en série, c'est un crime. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez dériver très facilement une équation. Donc là, je suis toujours très content de montrer une équation simple dans une présentation. En fait, le gain d'efficacité, et cette équation peut être vérifiée très facilement, c'est une équation qui est relativement simple, ça vous montre les gains d'efficacité d'un système par la mise en série des machines, que ce soit en évaporateur ou condenseur. Ce que vous voyez, c'est en fait, il y a un facteur qui intervient, c'est l'écart de température de source. Donc plus il marche aussi bien côté condenseur, côté évaporateur. Donc si par exemple vous avez ici très faible écart, ce terme-là il va être faible, mais si vous avez un écart de 20 degrés, vous avez déjà 10% qui sont gagnés si vous le mettez en série. D'accord, les machines. Et ensuite vous avez le terme qui est lié au nombre de machines en série. Donc l'équation marche, vous pouvez mettre n égale 1, et dans ce cas-là ça disparaît. Donc avec une seule machine, vous voyez que, la formule fonctionne. Et puis plus vous avez des machines, plus vous avez des gains. Mais il y a un effet de saturation. Donc, c'est-à-dire cette fonction, si n tend vers l'infini, elle tend vers une valeur fixe. D'accord? Et donc, je vous fais ici un exemple, en bas de cette slide, où je prends comme exemple une application où vous avez des différences de température de 15 degrés, aussi bien évaporateur que condenseur. Et on met les machines avec des températures de source d'écart de 50 degrés entre T2 et T1. Et ce que je fais évoluer, c'est le nombre de machines qui sont mises en série. Et sur l'axe de Y, je vous mets les pourcents des gains effectués par la mise en série. Donc ce que vous voyez, par exemple, c'est que si vous passez à 2 machines en série, vous avez gagné 15% d'efficacité du système. Et là, je vous dis, c'est énorme. Parce que si vous pensez aujourd'hui que le rendement de nos machines, si vous mettez une seule machine, vraiment, vous pouvez dépenser tout l'argent du monde et vous ne montrez pas le rendement d'une machine industrielle de 15%. Les pincements au niveau évaporateur, condenseur sont de 1 à 2 degrés. Si vous doublez la taille des échangeurs, vous gagnez 1 degré. Donc c'est vraiment immense. Les rendements isentropiques des compresseurs sont à 82-83%. Il faut dépenser un argent fou pour passer à 85%. Donc déjà 5-6%, c'est un miracle sur une machine. Je parle de machine mature. Alors que là, je vous donne 15% parce que j'ai mis 2 machines en série. Vous voyez l'effet architecture, la mise en place des machines est beaucoup plus important que le rendement de la machine. Donc en d'autres termes, je peux mettre machine pas chère, pas du tout efficace, mais si je les mets 3 en série, je peux mettre la machine énorme avec des centrifuges à 85% de rendement et j'aurai le rendement meilleur avec un système. C'est ce qu'on faisait déjà dans les machines à double palier, non? Enfin... Ouais, ils les mettaient, je crois, en 2 compresseurs en série. Donc là, je vous parle 3 à 4, etc. D'accord? Donc pourquoi ça marche? Bon, c'est dans un cas, on a une approche composante. Bon, la machine, c'est la machine, elle fonctionne, elle fait son travail et délivre la température qui est requise. Ici, on a un système. Donc les 3 machines, si vous voulez, c'est déjà un système. Donc il y a une partie régulation. Je ne vais pas rentrer dans les détails des boucles de régulation, mais juste s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est la chose suivante. Dans l'application des machines en parallèle, chaque machine a sa régulation propre, et ensuite, si la machine change sa capacité ou change sa température, la répercussion sur sa propre vie dépend de la longueur de réseau qui est connecté à la machine. Donc ça veut dire qu'elle a toujours le temps de réagir. En d'autres termes un peu techniques, la constante de temps de la machine, elle est très faible par rapport à la constante de temps de système. Donc la régulation d'un système comme ça est extrêmement aisée. La machine, en gros, elle peut ignorer ce qui se passe dans le réseau, elle peut surtout ignorer ce qu'ils font d'autres machines. C'est grosso modo, vous, dans votre régulation, vous dites machine numéro 1 démarre, machine numéro 2 démarre, et puis après, s'il y en a trop, vous l'arrêtez, et puis il n'y a aucun problème. Si vous mettez maintenant les machines en série, cette machine, dès qu'elle change quelque chose, la capacité ou étage, elle va influencer la température de la machine en amont et en aval. Donc le couplage, il est immédiat. Donc ça veut dire qu'une machine qui augmente sa capacité peut provoquer que l'autre machine va voir une variation brusque de température et va vouloir réduire sa capacité. Donc le système peut très facilement devenir incontrôlable et instable. C'est pourquoi tous nos amis ingénieurs depuis des années, ils n'étaient pas plus intelligents que nous il y a quelques années, n'aimaient pas mettre plus que 2 machines en série. Parce que ça devenait, de point de vue régulation, extrêmement complexe
Et pour vrai dire, ça devenait impossible à faire. Donc on vendait l'efficacité, mais à la fin ça ne fonctionnait pas. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des boucles de fonctionnement de régulation. L'avantage que nous avons pu faire avec mon groupe, c'est par le biais de simulations dynamiques et le développement d'un groupe spécifique de régulation, nous avons résolu ces problèmes-là. Aujourd'hui, nous ne proposons pas de vendre, par exemple, 3 machines carrières, nous proposons de vendre 3 machines avec un régulateur qui peut gérer le tout. D'accord? Le problème, il est résolu. Où j'en suis au niveau de temps? Il vous reste entre 5 et 10 minutes. Ah ben d'accord, donc je suis allé finalement plus vite que ce que je pensais. Donc si vous avez des questions plus techniques sur la partie régulation ou sur la partie architecture, je serais vraiment ravi de vous répondre. Donc aujourd'hui, nous sommes à peut-être 3e ou 4e année d'aventure des pompes à chaleur vraiment appliquées déjà sur le réseau. Et en fait, la première aventure, c'est comme ça que j'étais un petit peu absorbé dans ce métier. Ça s'est passé avec Dalkia, je pense, à Toulouse, à Blognac, il y a déjà peut-être 10 ans. Et peut-être même plus, où nous avons effectivement proposé un système où nous avons mis, pour la première fois, c'était pas encore les HFO, c'était avec 134A, nous avons mis 4 machines en série, contre-courant, nous avons développé toutes les régulations qui fonctionnent, qui nous ont permis d'apprendre, et à partir de là, nous sommes rentrés dans les marchés de ces machines, plus à vrai dire, mon groupe des consultants, que la vente, c'est maintenant, ça commence à venir, mais nous avons travaillé beaucoup, par exemple, IGO, c'était Rosny-sous-Bois, je crois que ça démarrait l'année dernière, où nous avons 6 pompes à chaleur avec des architectures assez complexes, et nous avons pu les commissionner il n'y a pas longtemps. Je pense que maintenant ça fonctionne assez correctement. Donc beaucoup d'applications en France, donc je vous disais qu'il y a peut-être aujourd'hui, nous commençons à changer les périmètres, mais c'est surtout la Scandinavie et la France qui sont les plus intéressés dans cette application. Corians, ça c'est vous? Oui. Les Blancs-Ménil, donc ça aussi on en a parlé, je crois que ça fonctionne aussi. Donc là c'était une petite installation avec 2 machines. Et aussi, bon, c'est des super réalisations. Et en fait, chaque fois pour nous, si c'est un petit peu l'aventure, dans le sens que dans ces applications-là, mes ingénieurs travaillent directement avec des ingénieurs sur place. Donc nous passons beaucoup d'informations aux applicatifs et nous apprenons beaucoup pour savoir pour la prochaine affaire qu'est-ce qui est important, ce qui n'est pas, que finalement le problème n'est pas forcément dans l'efficacité de la machine, mais dans la coordination d'ensemble, dans le fonctionnement de la machine. Je pourrais vous montrer un film, ou peut-être je vais vous montrer quelque chose de marrant. Et ça, c'est un couplage extrêmement complexe. Il s'agit de, je reviens sur mon dada qui est l'architecture. Et donc, il s'agit ici d'un réseau en fait, fait pour les scientifiques. C'est pour le projet européen d'accélérateur de particules qui se fait en Suède et qui représente 3 niveaux à l'époque, c'était 3 niveaux de température. Donc ils ont 3 boucles froides à 35, 25 et 8 degrés qui servent à refroidir donc les gros accélérateurs. Et en fait, ce système, il est couplé sur une ville qui est à côté pour lui fournir l'eau chaude pour le chauffage 48 à 80 degrés. Et comme vous voyez, le système, il est assez complexe, mais en fait, en plus, il est phasé. Donc, ce que j'allais dire, c'est que dans la phase finale, vous allez avoir un certain nombre de machines, et en fonction du type de réseau, vous pouvez mettre les machines plus ou moins en série, en parallèle, etc., en fonction du couple. Mais il faut prévoir aussi que dans les phases précédentes, les charges vont être moins importantes, donc 2/3 ou 1/3, ou même au début, il y a finalement très peu de machines. Donc dans la conception de système, ce que nous pouvons faire pour assister nos clients, c'est de faire les simulations d'architecture, être capable de prévoir évolution de système et comment il va fonctionner. Donc ça c'est une architecture que nous avons conçue au départ en disant voilà, ça c'est l'architecture qui pourrait convenir. Et en fait, ensuite on a passé une petite moulinette d'optimisation et en fait nous avons proposé un système où le couplage des machines était un petit peu différent. Donc la phase finale ressemble presque à la même application, mais les phasages avant, je vous montrais, ça marchait plutôt en parallèle entre différents groupes. Et juste pour changement de cette architecture, regardez les gains qu'on a. On a, surtout dans la phase 1, on a gagné 16% d'efficacité. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est architecture
souvent, on donne ça à un dessinateur, dessine-moi la salle des machines, le mec il va placer ces 3 machines, et puis voilà, le système il est fait. C'est là que ça se passe, en fait. C'est dans l'architecture et dans la régulation. Donc, comme je disais, après, une fois que c'est chargé, on était pratiquement au même résultat. Mais ça, c'est une compétence que je pense qui est extrêmement importante. Et voilà la fin. Très bien, merci beaucoup, M. Grabon. On va essayer de commencer par quelques questions. Je ne sais pas si des gens dans la Pour salle. faire un commentaire, j'ai essayé de noter les fautes de français que vous avez fait dans votre exposé, je n'ai trouvé aucune. Donc c'est tout à fait impressionnant. Oui. Ouais, mais je triche un peu parce que ça fait déjà quand même Quelques temps. Oui. quelques temps. Je suis arrivé en 84, donc vous voyez, ouais, ça fait déjà quelques temps. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Personne? Voilà, donc ça c'est pas bon ça. Moi j'en ai sur le chat, mais je demande Non, mais moi j'ai une question quand même. Donc c'est vrai que là, bon, finalement, ce que vous mettez en avant, c'est le changement du privilège vers le HFO, c'est ça? Finalement, c'est un sujet pour moi qui ne suis plus directement sur ce sujet-là. On en entend peu parler. C'est bizarre que vous n'entendez pas parler. On entend parler du gaz carbonique, on entend parler d'ammoniac, qui sont des solutions plus traditionnelles. Et finalement, comment ces différentes solutions se comparent? Je vous fais court, parce que c'est un peu compliqué. Donc, en ce qui concerne les HFO, donc ce sont des oléfines, elles permettent d'avoir une durée de vie extrêmement courte. D'accord? Oui, j'ai vu ça à 18 jours. Oui. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'elles sont bien, parce qu'une fois qu'elles sont parties, ben, elles disparaissent, d'accord? Et les problèmes qu'on a avec des HFO, donc en fait, moi, j'ai particulièrement à cœur ce sujet-là, parce que j'étais responsable de choix de ce fluide il y a 10 ans. J'étais responsable de nouvelles technologies et de fluides frigorigènes il y a 10 ans chez Carrier Global. Et donc, on a sélectionné ce fluide-là au même moment que les voituristes, ils faisaient ça. Vous vous rappelez, les voitures, il y avait discussion CO2, Mercedes, les scandales, etc. Finalement, ils sont allés chez HFO, mais ils ont choisi un autre polymère, ils ont choisi 1, 2, 3, 4, YF, d'accord? Et nous, on a choisi 1, 2, 3, 4, ZE. La seule différence entre les deux, c'est un petit peu de thermodynamique, mais surtout les coûts. ZE est 2 fois moins cher que YF. Mais YF, c'était les premiers qui étaient sur le marché. Eux, ils étaient obligés d'aller très très vite parce que leur cycle de développement se 10 ans. Nous, on a pu aller un peu plus mollo et on a pu choisir les ZE. Il y a une chose dont on parle pas beaucoup, c'est que contrairement au fluide qu'on utilise aujourd'hui, il est ce qu'on appelle légèrement inflammable. Donc, il y en a un qui n'est pas trop. ouais, mais ce que je peux vous dire, aujourd'hui, R22 ou 134A, je peux vous l'enflammer. Hein. Vous le mettez à 15 bars avec 15% d'air, il explose. Mais dans les conditions, etc. Donc, il y avait une peur blanche dans l'industrie. Quid inflammabilité, les codes des bâtiments, et comment ça va se passer, ça. Et là, ça commence à un petit peu dégonfler. Enfin, sauf dans la législation française, il y a ouais, mais c'est. Mais c'est pas. Il faut faire une analyse. On va s'habituer. Ouais, vous avez tous un barbecue à la maison avec du gaz, et puis on est habitué. Il faut faire des précautions, il faut faire sérieusement, il faut que l'industrie sache qu'il y a des gens qui sont impliqués, il ne faut pas qu'il y ait des accidents. Je me souviens, la génération avant, qu'on a mis propane dans nos mousses à raser. Vous vous rappelez, on faisait tous les bons. Puis aujourd'hui, on se rase avec propane et il n'y a plus de problème. Hein. Tous. Les plus populations maintenant dans tous vos produits de beauté, c'est propane. À la maison, tous vos frigos fonctionnent en isobutane. Il n'y a plus de problème. Donc ça va s'habituer petit à petit. Donc ceci étant, l'industrie a eu peur. Il attendait qu'il va être les premiers. Donc Carrier un petit peu poussé, mais moi j'étais un peu contributeur. C'est un bon fluide. Le problème, c'est qu'il est, comme je disais, il est un petit peu plus dense. Donc dans l'application froid, vous avez, pour mettre ça simple, 20% plus cher. D'accord? Parce qu'il est 20%, donc il faut faire la compression plus grand. Donc petit à petit, ça va arriver. Mais dans les chauds, il n'y avait pas de question. Donc moi, directement, l'application chaud, on est là. Donc aujourd'hui, par exemple, Carrier a des produits en HFO, mais ce sont des options. Vous pouvez les acheter. Mais ils vont être plus chers que les 134A que vous pouvez acheter en même temps. Donc je reviens à votre question. Pour les fluides moyenne et basse pression, on a de super solutions. Celui-ci. Pour les fluides encore plus bas, les anciens se souviennent, R11, etc. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 3, il s'appelle ZD, super fluide basse pression. Donc on a sorti une machine très efficace, bon, les roues immenses, etc. Mais pour les très très basses pressions, pareil, HFO super bien. Aujourd'hui, on n'a pas de solution en remplacement des 410. Il n'y a pas de HFO équivalent à 410. Donc 410, donc du coup on bricole.
on met du 32, qui est mieux que 410, mais c'est toujours 400 et quelques, je crois, non? 650, voilà. Donc, en haute pression, moi, j'ai ma opinion personnelle que je ne peux pas vous exprimer ici, ce qu'il allait se passer, mais c'est un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi, comme résidentiel, c'est immense, il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. Bah, donc, tout le monde, maintenant, va directement à 32. C'est pas une solution finale. Il y a d'autres choses qui vont se passer, mais bon, dans l'immédiat, c'est le fut qui est le moins cher et qui permet d'être un peu moins mauvais que ce qu'on a ailleurs. Et puis, on va livrer 3 ans. Moi, je pense que nous, comme industrie, on se fait mener par les bouts de nez, par les Renouvel et les autres bandits cravatés, et on ne fait rien. C'est inacceptable, je suis d'accord avec vous. Ils nous ont fait déjà deux changements de fluide, et ils vont nous faire un 3e. Et chaque fois, c'est eux qui ramassent les pognons, et nous, on paye des taxes pour promouvoir. Inacceptable. Inacceptable. J'ai une question, excusez-moi, juste pour rebondir là-dessus, vous avez un petit peu répondu. On peut faire du revamping sans prendre 4 ans. Je sais pas, vous vous avez dit qu'il fallait augmenter la taille du condenseur. C'est pas. La réponse politiquement correcte, on ne peut pas. Mais pratiquement, moi, je connais aucune incompatibilité de matériel. Donc, il faut changer. Si vous changez la régulation, oui, vous allez perdre 20% de capacité, mais si votre installation est surdimensionnée, ça ne me paraît pas idiot. Donc, il y a beaucoup d'installations qui sont surdimensionnées. J'avais une question qui est quasiment la même que celle-ci, c'est-à-dire que chez nous, on a fait le choix du FHACO il y a déjà pas mal d'années. Toutes les installations qu'on a créées, justement, alors là, on doit avoir du C2, l'autre installation qu'on a, c'est du FA. Et donc, justement, ma question, c'était demain, on récupère une installation chez Lerc en 134. Donc, de ce que je comprends, techniquement, on a une limitation de 20% de puissance, mais rien n'empêche aujourd'hui de faire un changement de fluide thermodynamiquement. Ouais, aujourd'hui, si vous regardez les grosses boutiques, comme Carrier, ils sont tellement aujourd'hui focalisés sur toutes les réglementations qui changent. Il faut en catastrophe redesigner la totalité de nos gammes, etc. Vous n'avez pas une minute d'ingénieur pour faire autre chose que ça. D'accord ? Donc, si vous posez la question à un vendeur, est-ce que je peux les convertir en HSO demain, le mec va demander à l'ingénieur, on va dire, on n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, il va dire, c'est pas qualifié. Donc, il a le vote. Ça représente pourtant des... Il va falloir qu'on y pense. Il va falloir qu'on y pense. De milliers d'euros par machine. Il va falloir qu'on y pense. Et donc, je vous dis, techniquement. Puissance, mais il y a le niveau de température en sortie, est-ce qu'il y aurait un impact dessus? En fait, ça vous donne plus d'aisance, en fait. D'accord. Donc, ça vous donne plus d'aisance, parce que si vous voulez augmenter la température au condenseur, vous pouvez y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les pressions sont plus faibles. Oui. D'accord? Donc, si c'est une application prime, si c'est une application basse température, là, vous serez embêté parce que vous allez perdre plus que 20%. Oui. Mais application air conditionné ou application de chauffage. C'est presque. Voilà, donc après, quand même, c'est lourd. C'est lourd dans le sens, c'est qu'il faut faire les changements soft dans la machine. C'est les softs qui pilotent le XV, les choses, on appelle ça PIC, Product Integrated Controls. Donc, en fait, c'est une nouvelle version de soft. Moi, quand je testais les machines en laboratoire, ça me prenait 10 minutes, je testais quand même. Je testais avec des machines 134 heures, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui technique majeur, mais Carrier ne va pas vous donner un tampon, parce qu'il faut les qualifier, il faut vérifier, voir qui prend les risques, puis ça va se faire. Est-ce qu'on peut considérer en effet qu'à partir du moment où potentiellement, justement, on a un aspect réglementaire qui nous impose sur toutes ces machines-là, d'abord, on a une date limite. Voilà. A priori, c'est quelque chose qui rentre dans votre gamme. Je pense, moi je ne suis pas expert des machines centrifuges. Je pense que les machines centrifuges, peut-être qu'il faudrait changer la roue du diffuseur, donc, parce que ça, je ne suis pas sûr. Mais les machines à ce que moi j'appelle positive displacement, donc tout ce qui est scroll, screw, piston. Voilà. Ce que je propose, parce qu'il est 10h30, c'est que je pose une autre question du chat, et puis après on revient sur vos questions. Comme c'était jusqu'à la période du webinaire, jusqu'à cette période-là. Donc, une première question qui revient au final à la machine que vous avez présentée au début, donc la machine qui est capable de faire du haute température en HFO.
une question qui se pose, c'est quel est à peu près le coût d'investissement sur cette machine et pour quel coût de maintenance? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une machine comme celle-ci, elle peut fonctionner avec les points de fonctionnement très différents, d'accord? Et donc il faut savoir que c'est la même machine. S'il fonctionne avec l'eau à 10 ou s'il fonctionne à l'eau à 35 dans l'évaporateur, sa puissance intrinsèque va être doublée à 35 par rapport à 10. Donc, à 9 kW, il faut voir de quoi on parle. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de coût, donc si vous prenez la même machine Carrier qui fait en froid, vous prenez au poids, donc c'est le plus facile, elle va être, peut-être celle-ci, elle va être peut-être 20% plus chère. 15 à 20%, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est pas sur le changement de fluide ou aussi sur le fait de pouvoir faire de Non, parce qu'il y a 2 ou 3 bricoles quand même côté haute température qu'on a ajouté, parce que pour la pousser jusqu'à 85, on a fait une section de liquide, on a rajouté un échangeur. Si on se limite à 65 ou 70, donc ça fait plutôt 15% par rapport à la machine, parce que par rapport à la capacité, elle va perdre du coup la capacité. Donc, je ne sais pas si la question c'est par rapport au hardware qui est dans la machine ou par rapport à la capacité. Donc si vous prenez la machine avec les mêmes capacités, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est la même machine physiquement, il va avoir quelques pourcents de plus, peut-être un peu plus cher encore, et il y a peut-être un petit peu plus de marge qu'on va essayer de faire là-dessus. Mais si vous ramenez ça au kilowatt, ça va être 20% au moins. Ouais. Une petite question sur les limites en voltage moteur. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en basse tension? Ouais, mais moi malheureusement, je suis obligé de suivre ce qui se fait chez Carrier, et je suis limité au maxi à 680 volts. On ne sait pas faire plus. J'aimerais bien parce que j'ai beaucoup d'applications, mais c'est la basse tension. C'est 400 ou 680, je crois, dans certains cas. Et on n'a pas de solution chez Carrier 1000 volts, par exemple, alors que j'ai pas mal d'applications. Et vous pouvez monter jusqu'à quelle puissance moteur? 350 kW, si ma mémoire est bonne. Et je ne sais pas répondu pour les coûts de maintenance. Pareil que la machine, c'est pas grave. Ok. Pas de bien. Ensuite, une question, je ne suis pas sûr les performances obtenues sont obtenues uniquement grâce au changement du fluide hydrogène. Oui. Quelles sont les autres différences par rapport à une PAC haute température? PAC haute température de concurrents ou ce qu'on faisait? C'est les températures souvent, parce que c'est lié à la pression. Je pense pas celle-ci par rapport à une PAC haute température normale. Je ne sais pas ce que c'est une PAC haute température normale. Okay. Donc ça pourrait être une PAC fonctionnant à ammoniac, parce que je sais qu'il y a des PACs qui fonctionnent à ammoniac. Ouais, mais c'est pas les mêmes fluides, c'est pas la même contrainte. Je pense que les PACs ammoniac c'est de super machines. Je pense qu'ils sont très efficaces. Ammoniac c'est un très très beau fluide. Et par contre, il faut faire quelque chose avec la température de refoulement. Donc j'imagine qu'ils ont un échangeur pour refroidir la température de refoulement, ou peut-être ils ont un refroidisseur entre étages. Je sais pas comment ils font, mais c'est un très très bon fluide. Je pense. Est-ce que vous pouvez essayer de nous rassurer? Est-ce que vous pouvez essayer de rassurer les exploitants sur l'ammoniac? Vous pensez pour vous c'est une technologie à utiliser? Moi personnellement non, parce que nous on ne fait pas de machines à ammoniac. Mais moi je pense ce que j'essayais de vous glisser entre les lignes. Il vaut mieux avoir 3 machines Carrier en série avec un contrôle, avec une régulation qui marche super bien, qu'une grosse machine à ammoniac ou 3 machines à ammoniac en parallèle, même qui sur le papier ils ont peut-être la meilleure perf, ils vont pas avoir la meilleure perf. Mais bon, après, je suis pas de genre à essayer de montrer ce qui est mal chez les concurrents. Moi, j'essaie de voir ce qui est bien chez nous, et puis moi, je suis assez factuel. Donc, mais j'ai perdu des affaires contre l'ammoniac, et j'en ai gagné pas mal. Donc c'est normal, c'est très très simple. J'ai pas de. Je vais poser une autre question. Oui, allez-y. C'est une question en ligne. Qu'est-ce que Carrier met à dispo de ce contrôleur? Qu'est-ce que Carrier met comme point de contrôle à dispo pour monitorer la performance de la machine? Vous parlez ce qui est directement dans la machine, ou ce que je vous ai dit qu'il fallait mettre un contrôleur au-dessus des machines pour pouvoir automatiser le tout? Bon, ce qui est directement dans la machine. Ce qui est directement dans la machine, je peux vous tout simplement transmettre la liste, mais grosso modo, tout ce qui ne remet pas en cause sécurité intrinsèque de la machine est d'une manière ou d'une autre accessible. Donc je vous dis, tous les points de consigne utilisateur, on ne va pas vous donner l'accès à changer la position de XV par exemple, de organe de détente, ou de recéter certains alarmes qui doivent être recétés manuellement parce que c'est lié à la... Je parle de la performance énergétique plus que la disponibilité. Ah, donc là par contre, ça c'est une très très bonne question, parce qu'il n'y a rien dans la machine aujourd'hui en haut
Et je suis en train de le faire sur les machines, sur le système. D'accord? À Blagnac, d'ailleurs, à Blagnac, si vous allez à Blagnac, la machine va vous dire sa capacité chaude, froide, puissance absorbée et COP. Parce que c'est un sort spécial. Carrier n'a pas franchi les pas pour le mettre dans les machines. Mais par contre, ce que je peux vous proposer, donc là c'est en train de se faire, sur le régulateur que je vous ai montré ici, qui va gérer la cascade, disons. Donc ici, il y a un petit régulateur qui gère la cascade. Donc ça vous donne l'automatisme propre de la cascade pour pas que ça fasse n'importe quoi. Cet automate-là, parce que j'ai pas mal de capacités de calcul, lui, pour chaque machine, il peut vous donner tous les paramètres chaud, froid, COP, courant, etc., sous forme que vous souhaitez. Donc déjà avec des rapports hebdomadaires, mensuels, Déjà avec ces mots de points. Ouais. Et les points, vous êtes d'accord. Par contre, ce que je veux vous donner, c'est grosso modo, ça dépend de capacité. Entre 75% de capacité et 100% de capacité, je suis avec une précision meilleure que 95%. Par contre, si vous êtes en charge partielle, je ne peux pas assurer mieux que 10%. Mais bon, ça vous donne quand même une très très bonne approche. Et ça, c'est spécifique pour machine, la 3 forces. C'est spécifique pour le système que j'appelle PSM maintenant. Donc c'est un régulateur des groupes de machines que nous avons développé dans mon groupe. Le groupe des machines, d'accord. Donc dans le PSM, si vous demandez aux gens de Carrier, ils peuvent peut-être même pas connaître. Mais moi je développe d'abord pour les systèmes de chauffage. Mais ce qu'on va faire, ce que je vais essayer de faire, je vais les mettre back compatible avec tous les produits Carrier qui existent depuis 15 ans. Qui a un boîtier que les gens ils vont pouvoir acheter, des gens comme vous, et de mettre dans n'importe quelle salle de machine, connecter sur la machine Carrier et avoir ces paramètres. Donc ça va vous enlever la partie mettre un demi-mètre, mettre une puissance électrique, etc. Et je pense que ça va être un super business, mais les gens chez Carrier n'ont pas forcément encore compris. Mais ça va être quelque chose. Donc là, si vous avez par contre, si ça vous intéresse vraiment, je vous donnerai ma carte plus tard. J'ai un site qui démarre avant la fin de l'été en Scandinavie. Mais si vous voulez qu'on fasse un essai sur un ou deux sites, vous me donnez votre contact et puis on se revoit en août, si vous voulez, juillet-août, parce que là je ne pourrais pas en voir, mais juillet-août, disons septembre. Et là, ça va être très rapide, parce que c'est juste question d'installer l'automate et configurer. Et puis, par contre, idéalement, la sortie en backnet, si vous voulez. Mais ça, vous ne savez pas pour nous. Donc, les exploitants ont vraiment besoin d'avoir accès au code. Là, vous allez avoir. C'est en temps réel. C'est vrai, systématiquement, on installe du coup des courants pour pouvoir les mesurer. Au courant, on s'est souvent fait un peu avoir sur les premières installations, systématiquement des les installer après. Et en fait, il y a deux choses. Les gens vous racontent des histoires sur leur capacité et les coques, donc ils en volent. C'est la première chose, sauf Carrier. Et deuxième chose, c'est que les gens, en fait, ils vous donnent les paramètres qui correspondent à un régime stabilisé. Et les machines sont souvent en transitoire. Et si les transitoires, elles sont toujours en transitoire. Et si les machines fonctionnent en transitoire, vous avez, si sont mal gérées, c'est une source de création d'entropie qui est dingue. Juste pour vous dire, par exemple, si la gestion de gestion de la surchauffe, donc pour ne pas être trop technique, pour optimiser le remplissage des évaporateurs, le bon fonctionnement des évaporateurs, c'est une boucle qui tourne doucement, parce qu'il faut le ramener. Donc maintenant, si par exemple vous avez les variations de capacité qui sont de l'ordre de 10 minutes, vous allez fonctionner avec écart de température d'évaporateur en moyenne de 5 degrés, alors qu'il devrait être de 1. En sachant que chaque degré, c'est 4% d'efficacité. Donc vous pouvez avoir toute l'année, si le système est mal réglé, ça cycle trop, vous allez perdre 15% d'efficacité à cause d'automatisme. Et là, personne ne sait. Et ça, c'est très difficile à valoriser, parce que moi je dis, mais écoutez, je vous réseau, le plus grand problème, ah ben vous m'avez triché, parce que moi je voulais 100, et alors vous me prenez 85. Non, ben votre installation est pourrie, elle cycle tous les temps, etc. Vous voyez ce que je veux dire, cette discussion. Si on arrive déjà à monitoriser. Donc si, la meilleure manière de savoir, c'est de monitorer. Exactement. Et là, on se posera des bonnes questions, et on se rendra compte, moi j'avais un site à Bordeaux, les mecs, 24 heures sur 24, ils cyclaient, les compresseurs s'arrêtent, ils démarrent. La machine fonctionne, mais ils ne savent même pas.
Et il s'étonne que ça consomme beaucoup. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est la faute des carriers ou de machin. Les boucles sont mal dimensionnées, l'automatisme est mal fait. C'est pas correct. Ok. J'ai une autre question sur le chat, et j'en aurai une autre après. En gros, est-ce qu'il y a des précautions particulières selon vous pour l'utilisation de HFO dans l'installation? En fait, nous au moment où on avait sorti les premières machines, on a dans l'instruction interne, on a écrit tellement de précautions que finalement après ça nous a fait peur. Donc on a refait encore les analyses des risques, etc. Et donc il y a maintenant, je suis pas vraiment expert des normes. Il y a une norme maintenant. Si vous me posez la question par écrit, je peux vous répondre, qui décrit, par exemple, comment on doit faire. Donc, à l'extérieur, il n'y a aucun problème. À l'intérieur, il y a un renouvellement d'air minimum qui dépend de la masse, de flux frigorigène et volume de la salle. Donc après, ça se calcule, etc. Si j'ai bien compris, souvent, il n'y a pas grand changement. Pardon? C'est la norme 378, c'est ça? Peut-être bien. Et il y a un guide d'ailleurs. Ouais, qui est en train d'écrire. Par le CETIM Nifina, qui est téléchargeable sur le guide du CETIM. Alors il faut s'inscrire, mais une fois qu'on est inscrit, il est accessible gratuitement. Ouais, nous on était. Ouais. Qui permet de se familiariser avec la norme. Non, tu peux tirer la balle dans les pieds parce qu'on était premiers sur le marché avant que la norme existe. Et on a tellement mis des précautions que finalement on n'arrivait pas à vendre les machines parce que les salles de machines ça coûtait trop cher. Donc, finalement, on a essayé de le faire bouger, le matériel, prendre le mec qui a fait la préconisation et puis revenir sur la norme parce que maintenant elle existe. Et effectivement, c'est moins contraignant que ce qu'on pensait. J'aurais une autre petite question. Là, vous nous avez parlé un petit peu de ce que vous appelez un peu les dernières innovations pour vous carrier avec votre machine HFO qui fait de la très haute température, 45 degrés. Est-ce que vous pouvez nous parler de trois futures tendances ou de points qui viendront dans le marché dans ce segment? Par exemple, est-ce que vous travaillez sur le gaz, sur l'absorption, sur d'autres types de... La machine d'absorption, vous pouvez l'acheter chez Carrier, elle existe. Et bon, après, moi je ne suis pas trop expert. Donc effectivement, si vous avez la source chaude gratuite, machine d'absorption, ça a parfaitement le sens. Si maintenant vous la payez, bon après... Mais en tout cas, des sources d'évolution sur lesquelles vous regardez. Donc, juste affaire personnelle. Il y a encore 10 ans, j'étais responsable de développement produit chez Carrier. Donc, tous les produits que vous voyez sur les toits de Paris, c'est passé par la plateforme, donc je connais très très bien les composants. Les dernières 10 années de ma vie, donc je passe dans les systèmes. Pourquoi je le fais? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup plus à gagner dans l'architecture que dans les produits. D'accord? Donc, moi, je peux vous faire un cours, comment je vois le bâtiment de futur, puis les installations, les boucles, comment on devrait les faire, etc. Il y a énormément de choses à faire, sauf que le marché, c'est pas pareil qu'avant le chiller. Le chiller, c'est facile d'avoir. Quand un système, c'est un peu plus compliqué, il y a plus de gens qui sont dedans. Donc moi, je pense que le marché devrait évoluer vers les systèmes distribués, par exemple. Même, vous parlez des bâtiments, etc. Je pense que ça devrait distribuer, mais pas peut-être vers le split. Peut-être il y a d'autres manières de le faire. Mais il y a beaucoup de gens, c'est tellement compliqué la réglementation, qui est responsable, etc. Ça se fait pas en une minute. Mais de toute manière, sur les boucles d'eau tempérées, par exemple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on discutait. Moi, je pense que j'adore l'idée d'une boucle à la température neutre, de 25 degrés, et les sources qui sont réversibles, et les machines qui sont réversibles en fonction de besoins, et puis on traite globalement que le net d'énergie. Ça a un sens. Mais là, il faut savoir prédire ce qui va se passer, donc avoir un peu de simulation dynamique, voir quel type de... Et ce que vous avez dit, sur ce que j'appelle bus d'énergie, vous mettez toutes les sources possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Avec sans transfert d'énergie. C'est vers là qu'il faudra, et que ça soit distribué, que ça soit géré intelligemment, et qu'il y a tout un tas de choses. Et c'est pas une vision futuriste. On peut le faire. Il y a des boucles qu'on fait, etc. Après, comment on l'optimise. Parfois, par exemple, les problèmes aussi qu'il y a, c'est les problèmes de ce que j'appelle œuf la poule. C'est que certaines architectures superbes ne perdent pas le fait parce qu'il n'y a pas de machine qui les supporte. Il n'y a pas de machine qui les supporte parce qu'il n'y a pas de marché. Et donc moi j'ai réussi à casser par exemple ce cycle dans un bâtiment qu'on a fait d'ailleurs à Paris. On a développé une toute petite PAC réversible OO
qui a exactement la tête d'un ordinateur portable. Donc c'est rien de compliqué. J'ai pris un split, j'ai enlevé les échangeurs AR et j'ai mis les échangeurs AO. D'accord? Donc il est réversible, compresseur très efficace, etc. Et ça ressemble à un PC, bon, qui est placé d'une manière un peu particulière. Et donc ce qu'on a fait avec cette machine-là, sur une boucle par étage, on fait tous les transferts d'énergie possibles. Donc il y a une chambre qui peut être en chauffage, l'autre en froid, l'eau chaude sanitaire, elle est piquée là-dessus, et bon, il y a d'autres. Toute utilisation d'énergie thermique, même pour vous dire l'eau qui alimente les WC, on l'utilisait comme source d'énergie. Donc par exemple, les froides, on peut les réchauffer, donc l'eau peut attaquer le WC à 35 degrés, donc l'énergie qui est contenue dans cette eau-là, elle était utilisée dans la boucle, etc., etc. Donc on a fait un système distribué. Et pourquoi on l'a fait? Parce que j'avais la capacité de faire cette machine qui n'existe pas. Il n'y a aucun catalogue, il n'y a même pas une appellation pour une machine qui fait 1 kW au réversible. Ça n'existe pas. Et pareil, pour les grosses machines, vous ne trouverez aucune machine réversible, au moins chez Catalogue Carrier, mais peut-être concurrent, ça commence, mais au-delà des 60 kW, 70 kW, il n'y a pas de machine au réversible. Pourquoi? Parce que bon, il n'y a pas d'architecture. Il n'y a pas d'architecture parce qu'il n'y a pas cette machine. Mais ce que je veux dire, donc c'est le travail que moi j'essaye de faire maintenant, c'est de faire ces liens entre les grands monstrosaures qui peuvent développer des machines et la vraie vie pour justement faire évoluer la structure. De récupération sur eau grise avec sur froid, c'est pas une réversible, mais il y a une thermofrigopompe dans le réseau d'Helsinki qui fait exactement ça dans le réseau 3 d'Helsinki. Ouais, donc c'est une machine. Donc réversibilité, c'est un des aspects. Mais par exemple, quand on disait la boucle neutre, vous n'êtes pas obligé de mettre deux machines parce que dans les bâtiments, si vous êtes peut-être chauffage en été, en hiver et au froid, ça peut être sympa. La machine 60 kW réversible, ça pourrait peut-être faire dans les bas de l'immeuble, ça prendrait même pas 1 mètre cube. Ce serait une solution qui pourrait être intéressante. Mais c'est difficile à le faire. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Gravon. Je vous en prie. Et je vais laisser la place à... Excusez-moi. Donc, je vais conclure rapidement, d'abord pour remercier nos intervenants. Je crois que ces présentations correspondaient tout à fait en fait à ce que l'on attendait. C'est de donner un éclairage. Moi, ce que j'en ai retenu d'ailleurs, ce qui est vrai autant sur les installations individuelles que sur les installations collectives, c'est qu'il ne faut pas attendre tout du progrès des machines. Il faut attendre tout de la conception, de l'articulation avec les sources chaudes, sources froides. Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que clairement, les pompes à chaleur, il y a une ambition extrêmement forte dans le cadre de la transition énergétique envers les pompes à chaleur. On voit aussi que les besoins de nos clients évoluent vers des solutions de confort, donc chaud-froid combiné, chaud sanitaire, multi-usage. Et là, clairement, il y a un rôle des exploitants qui est tout à fait majeur. Je disais tout à l'heure, je posais des questions tout à l'heure sur le prix des fluides frigorigènes. Il est clair que pour nous, c'est finalement plus c'est cher. C'est pas une bonne nouvelle. Mais plus c'est cher, finalement, plus notre métier est valorisé parce que, globalement, les installations que l'on exploite, on consomme beaucoup moins de fluides frigorigènes que quand on n'est pas là. Donc c'est un argument pour également nos équipes pour intervenir sur ces sujets. Ça passe quand même par des problématiques de formation. On n'a pas suffisamment de personnel qualifié dans ce type de domaine. Donc c'est aussi des questions sur lesquelles on réfléchit. Donc voilà. Donc moi beaucoup de choses à la fois nouvelles et intéressantes. Et surtout moi j'étais arrivé dans cette réunion en me disant je vais avoir plein d'informations sur les nouvelles machines du futur, etc. Et finalement non. La question, il y a sûrement des progrès technologiques qui vont se faire, mais en fait les progrès ils sont bien dans la conception, dans l'articulation de tous ces schémas. Et là on est dans un territoire, je dirais connu, en tout cas dans lequel on se sent à l'aise. Donc voilà, je tenais à vous remercier à titre personnel, et j'imagine au nom de tous les gens qui nous ont écoutés. 2 commentaires complémentaires. Donc la vidéo qui a été faite de ces présentations sera accessible sur notre site. Alors je sais plus quelle est la techno, enfin bref, en tout cas on peut le regarder voilà, en vidéo on demand de la FEDEN. Pardon ? Sur le site de Webikeo. Voilà, sur le site de Webikeo, pardon, excusez-moi. Mais dont on trouvera le lien sur le site de la FEDEN. Et deuxième chose, donc c'est vrai que nous aurons notre congrès donc au mois de décembre. Pour l'instant, nos webinaires techniques s'arrêtent là jusqu'à l'été. On souhaitera d'ailleurs avoir des retours de gens qui ont participé ou en présentiel, mais surtout à distance, pour voir est-ce que la formule peut être améliorée, etc. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui peuvent nous intéresser. Nous, notre philosophie est la suivante, c'est de dire, on veut jeter un éclairage sur l'évolution des technologies, quelles sont les nouvelles solutions qui vont arriver sur le marché, ou qui sont en train d'arriver, ou qui sont déjà arrivées, donc de mettre un peu à jour nos connaissances.
pour pouvoir mieux proposer des solutions intégrées pour nos clients. Donc voilà, donc c'est ça notre ambition et on veut partager ça avec les gens sur le terrain à travers CFA Web et Mina. Donc si ça vous a intéressé, bien entendu, parlez-en autour de vous. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Je crois qu'on était une trentaine. On devrait au moins être 50, voire 100 pour les prochaines. On reparlera de ce sujet, donc, pompe à chaleur lors de notre congrès dans l'atelier innovation. Donc on en reparlera au mois de septembre à Lyon. Et d'ici là, eh bien, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà. Et donc merci à Samuel et à Léo qui ont préparé. Non, et je dois également excuser Bertrand Guillemot qui était aussi à l'origine de ce projet. Donc au sein du club innovation, ce projet a été porté par Bertrand. Bertrand, pour des raisons personnelles, malheureusement n'a pas pu être avec nous ce matin, mais en tout cas, je tenais également à le remercier en votre nom à tous. Bonne journée et bonnes vacances pour ceux qui vont bientôt en profiter. Merci.